présenter la fabrique Spinoza, et donc Bertrand Bailly, qui est le président de Davidson Consulting, qui est un cabinet de conseil qui arrive, tenez-vous bien, en tête du palmarès Great Place to Work, que vous connaissez probablement, qui mesure en fait la satisfaction au travail. Une des sociétés, donc c'est sur les sociétés de plus de 500 salariés, c'est ça, en France et en Europe, et vous êtes pour la deuxième année consécutive en première place de ces sociétés. Donc on va, avec vous, parler du thème de la mesure du bonheur au travail. Alexandre, première question, on aurait tendance à penser que le bonheur ne se mesure pas. Est-ce qu'on sait mesurer le bonheur ? Oui, tout à fait, on sait. J'en profite pour vous dire que je suis très heureux d'être là avec vous. J'étais extrêmement triste de ne pas pouvoir l'être hier matin à cause de cette radio, mais ça me fait un grand plaisir. Vous étiez sur les antennes de France Inter, France Info pour parler de l'université. Pour parler de l'université, justement. Donc voilà, on en parle en radio, on en parle en France. C'est ça. C'est vraiment un plaisir de vous voir et de voir cette énergie. Donc voilà, ça fait plaisir. Alors, oui, est-ce que vous arrivez à mesurer cette énergie ? Voilà. Justement, en fait, c'est vrai que c'est une bonne transition. Aujourd'hui, après des milliers d'années de civilisation, en fait, on a réussi à élaborer, bâtir ce certains appellent une science du bonheur. Alors ce terme, il surprend un petit peu. Je vois quelqu'un qui fait des yeux qui dodeline de la tête là-bas. En fait, en rassemblant neurosciences, psychologie positive, économie du bonheur, aujourd'hui, on comprend les mécanismes de l'épanouissement humain, individuel et collectif, et on commence à savoir le mesurer. Et pour ça, une des méthodes, c'est simplement d'interroger les gens. Alors, la science pose des protocoles pour savoir comment on pose les questions, qu'est-ce qu'on interroge, et au point que les déclarations subjectives des gens, comment je me sens, si je suis joyeux, s'il y a du sens dans ma vie, etc., on arrive à les corréler à des choses objectives. Et des choses objectives, c'est de l'imagerie magnétique, c'est des visages, certaines expressions sur le visage, c'est des taux d'hormones, et on voit qu'il y a un lien extrêmement fort entre ce que disent les individus et ce qu'on observe dans leur corps en même temps qu'ils le disent. Donc ça, on sait que la déclaration subjective est ce qu'il y a de plus fort. Et une phrase choc, c'est « je suis le seul à pouvoir déterminer si je suis heureux ou pas ». Alors ça, c'est dans le bonheur en général. Et appliqué au monde du travail, eh bien, je vous invite à aller voir un rapport de la fabrique Spinoza qui s'appelle « Les 12 déterminants du bonheur au travail » et qui va lister l'ensemble des facteurs en s'appuyant sur la science qui font qu'on se sent bien dans son travail. Et pour donner un peu de puissance à cette idée, ce sont des choses suffisamment installées pour que des pays osent parler de mesures du bonheur au niveau national. Et c'est notamment le gouvernement. Alors vous entendez parler du Bhoutan, vous avez déjà entendu parler de ça, bonheur national brut, ça fait parfois sourire. Mais sachez que l'Angleterre aussi, via Cameron, a décidé de créer un programme national de mesure ils appellent ça Citizen Wellbeing, donc le bien-être des citoyens. Et au frontispice de ce grand tableau de bord, il y a des questions sur est-ce que j'ai éprouvé de la joie ces dernières semaines, est-ce que j'étais triste, est-ce que j'étais anxieux, est-ce que, c'est une question un peu dure, hein, prenez une grande respiration, question un peu dure, c'est est-ce que toute chose prise en compte, ma vie vaut le coup d'être vécue? Vous voyez? On prend l'ensemble de ces questions, on les transpose dans le monde du travail et on arrive à bâtir des indicateurs pour mesurer ce bonheur. Et je dis en une seconde, les grands piliers de ça, le premier c'est le travail en lui-même, c'est-à-dire quand on parle de bonheur au travail, n'oublions pas le travail et ne regardons pas que ce qu'il y a à côté. Donc le travail c'est la nature de la tâche, c'est évidemment le management, mais c'est aussi ma relation au temps. Est-ce que j'arrive à un moment à être un peu apaisé dans mon travail? Je suis tout le temps dans l'urgence, dans la cadence. Voilà. Est-ce que ce que je devais faire, c'était pour hier? Ça, c'est un grand pilier, le travail en lui-même. Un deuxième, c'est évidemment l'environnement de travail, le cadre de travail, la sécurité de l'emploi, la rémunération, les avantages, ce type de choses. Et puis le dernier, je pense qu'on le sent, on le vit ensemble, eh bien, c'est les valeurs, l'éthique et les relations humaines. Et ça comprend la gouvernance. Bertrand, je vous vois réagir. Est-ce que vous êtes d'accord avec Alexandre? Parce que vous vous dites, en préparant cette émission, enfin cette plénière, vous dites moi je veux surtout pas parler de bonheur au travail. Je casse le truc. Tu me balances.
Non, enfin, Non, mais c'est pas que je veux pas parler de bonheur au travail, on essaye de faire une boîte sympa Ouais. chez Davidson, donc de donner un peu de bonheur aux gens. Par contre, pour reprendre un spinoziste, Comte Sponville, je pense qu'il faut pas espérer que les gens vont prendre du plaisir au travail, mais juste essayer de leur faire aimer ce qu'ils font au quotidien. Donc oui, je mélange pas le vrai bonheur de la vraie vie et les vraies déceptions de la vraie vie, les vrais trucs graves, quoi, le cancer, la maladie, le décès, enfin, avec le quotidien au travail. Voilà. Donc nous on pense qu'il faut justement pas mélanger les deux. Et on a une petite phrase chez Davidson qui dit tout ça n'est que du travail. Ouais, Voilà, c'est c'est pas ça. la vraie vie, c'est pas les C'est vrais un patron problèmes qui et les dit ça vraies quand même, joies. hein. Tout ça, c'est que du travail. Donc il faut C'est accepter de ramener le discours boulot, assez rare. voilà, quelque chose de juste une occupation saine, intellectuelle, qui peut faire bouger, mais en tout cas pas un truc si important que ça. Donc, si un collaborateur qui vous remonte qui ressent un stress par rapport à son boulot, vous le détendez, vous le massez, vous lui dites, ce n'est que Alors, du travail. je ne le masse pas personnellement, mais nous avons effectivement des masseuses chez Davidson, des salles de sieste, un baby-foot, un billard, enfin plein de trucs pour se changer les idées. Mais au-delà de ça et au-delà des gadgets, effectivement, il y a une question de posture. Et effectivement, je commence souvent mes entretiens quand quelqu'un vient se plaindre dans mon bureau, qui est un peu le bureau pour ça, en lui disant on se détend, c'est que du travail. Voilà, il n'y a rien de grave. Alors nous, en plus, on a la chance d'être dans une activité purement intellectuelle, on fait du conseil en management, donc c'est que des ingénieurs qui travaillent avec des ingénieurs. Donc moi, j'ai pas de gens qui vont sur des chantiers ou dans des mines et qui tombent de l'échafaudage et qui se tuent. Donc j'ai cette chance-là. Donc moi, je peux vraiment dire à mes salariés, on se détend, tout ça n'est que de l'intello, quoi, entre guillemets. Donc on est des grands garçons, on va s'asseoir, on va discuter, on va régler des problèmes, mais il n'y a rien qui justifie un pétage de plomb, un burn-out. Mais il y a des risques quelquefois à peut-être trop donner dans son travail, à peut-être trop miser sur le travail, y compris quand ça ne va pas forcément bien dans sa vie perso. Ça peut conduire à des drames. Vous en avez vécu un chez Davidson. Ah oui, t'es cash. Mais non, mais je dis les choses. Non, mais absolument. Alors, Mais parce que c'est intéressant justement de comprendre pourquoi les mécanismes. Non, mais je vais plomber l'ambiance 2 minutes. Effectivement, il nous est arrivé un truc affreux en septembre, qui a vraiment été un trauma pour la boîte, c'est qu'un de nos collaborateurs s'est suicidé. Voilà, pour des raisons qui n'ont heureusement rien à voir avec Davidson. Mais quand je disais qu'il ne fallait pas confondre le bonheur au travail, je disais ça notamment en pensant à lui, parce que sa mère m'a appelé et m'a dit « Écoutez, merci », parce que dans les trucs qui le rendaient heureux, il y avait son boulot. Voilà, c'est quelqu'un qui a eu une déception amoureuse et voilà la suite. Et moi, quand j'entends ça, je me dis, voilà, on peut être super heureux au boulot. Je pense que c'était un des salariés les plus épanouis de la boîte. Et pourtant, voilà, donc juste pas oublier qu'il y a la vraie vie, le vrai bonheur, et puis il y a le travail. Et il faut vraiment mettre le boulot dans une case qui est à part pour moi. Le travail peut être source de... Quand ça ne va pas très bien à côté, le travail peut être source d'engagement, mais il faut vraiment... et ça, c'est peut-être le rôle aussi des salariés, en parler entre eux et savoir si tout va bien dans leur vie perso. Oui, alors après, tout le monde ne veut pas se confier. Il faut accepter que tout le monde ne mélange pas justement les deux. Pas sur le principe de la séparation du travail et de la vie personnelle, parce que c'est un principe que mettent en avant un certain nombre de boîtes pour justement pas s'encombrer des problèmes perso et pas accepter qu'ils viennent interférer dans le boulot. Ce qu'on accepte, nous, paradoxalement, très facilement. Par contre, ceci étant dit, derrière, effectivement, il faut accepter, il ne faut pas être intrusif, que les gens ne se livrent pas. Et malheureusement, on va arrêter là-dessus, mais m'étant renseigné sur le sujet, un certain nombre de personnes qui sont sur le point de commettre l'acte dramatique ne le disent pas justement parce que leur décision est prise et parce qu'ils n'expriment plus rien sur le sujet. Donc personne ne l'a vu arriver malheureusement. Et voilà, et ça nous rappelle que encore une fois, la vraie vie, c'est pas le travail. Juste un petit rebond là-dessus, ça me fait penser que c'est le sociologue Golak qui dit que parmi les 6 grandes sources de stress au travail, il y a l'exigence émotionnelle, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir dire comment je me sens, de devoir arriver au travail. Imaginons que j'ai une déception amoureuse, bon, c'est pas le cas. Je fais un petit... j'embrasse Noémie en passant. Eh bien, est-ce que, parce que c'est l'université du bonheur au travail, j'oserais l'exprimer et donc, ce faisant, eh bien, aller un petit peu mieux plutôt que d'afficher le masque convenu exigé par l'entreprise. Bien sûr. Justement, vous mesurez mensuellement, régulièrement, le taux de satisfaction. On va parler de satisfaction au travail. Et avec plusieurs outils, quels sont ces outils, Bertrand ? Alors, vous avez peut-être quelques petits bidules qui vont apparaître derrière moi. Bon, d'abord, il faut savoir que l'entreprise Davidson, on l'a construit sur un modèle d'entreprise qui s'appelle le modèle horizontal.
Donc pour ceux qui connaissent, c'est un modèle qui a été décrit par Frank Ostroff dans un bouquin dans les années 90. Et le mec réfléchissait à l'entreprise du 21e siècle et a appelé son livre l'entreprise horizontale. Alors malheureusement, il est en rupture de stock sur Amazon, mais il se trouve encore en téléchargement. Et il fixe un certain nombre de conditions pour inventer l'entreprise du 21e siècle. Une condition, comme l'indique le titre, c'est la disparition de la hiérarchie classique. Donc horizontale par opposition à verticale, par opposition à pyramide, par opposition aux égaux, au pouvoir, plus je suis haut, plus je décide, etc. Donc lui, il dit qu'il faut horizontaliser toutes les boîtes et créer des boîtes plus communautaires et collaboratives. Et dans les 7 fondements du bouquin, il y en a un qui était très important, c'était une entreprise horizontale doit mesurer la satisfaction de ses clients et de ses salariés en permanence. Donc on a cherché, 3 ans après la création de Davidson, en 2008, puisque ça a 10 ans, on a cherché un outil de mesure de la satisfaction de nos salariés et on a trouvé l'Institut Great Place to Work. Alors l'Institut Great Place to Work, il est connu pour la partie visible de l'iceberg qui est un palmarès, voilà, le fameux palmarès qui nous a plutôt réussi ces dernières années puisqu'on est passé de la 14e à la première place européenne. Voilà. Donc ce palmarès, c'est quoi? C'est le résultat de 60 questions anonymes envoyées à l'intégralité de nos salariés. Donc pour être dans le palmarès, il faut qu'au moins 40% des salariés, je crois, répondent. Donc nous, on est 60%, 2 tiers des gens globalement répondent chaque année. Et sur ces 60 questions, globalement, ils disent s'ils sont de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Ça va de votre dirigeant est-il compétent? Donc là, c'est pas là qu'on a les meilleurs scores, jusqu'à l'entreprise me donne-t-elle les moyens de m'épanouir, les formations, les outils de travail, les locaux, l'évolution de carrière, etc. Et donc nous, ce qui nous intéressait au début, c'était pas le palmarès. Alors depuis, on a pété les plombs, je vais vous raconter ça, mais ce qui nous intéressait au départ, c'était le benchmark que nous rendait l'Institut. Donc ils nous rendent un gros document qui nous fait une picture de l'état du moral, de la satisfaction des salariés sur ces 60 questions. Et nous, on en a fait notre outil de management interne, surtout que notre entreprise horizontale est composée de plein de sociétés. Donc benchmarker, ça nous permet de comparer les résultats des différentes sociétés. Et donc, de lancer des chantiers croisés. Si Davidson Rhône-Alpes réussit particulièrement bien, par exemple sur les formations, là où Davidson Dubaï est nul, on sait qu'on a probablement un transfert de savoir-faire ou d'idées à faire de l'une vers l'autre. Donc, on a commencé par cette mesure annuelle de la satisfaction. Et puis, ça nous a fait un peu péter les plombs parce que, alors d'abord, on n'aime pas attendre. Moi, attendre 1 an pour savoir quel est le résultat, ça ne me bottait pas trop. Et puis, parce que c'est un outil de mesure, mais ce n'était pas un outil de management. Parce qu'au quotidien, ça ne nous dit pas ce qu'on doit faire. Donc, comme on ne voulait pas attendre 12 mois, on a créé un outil qui s'appelle Satisfaction. Voilà. On a beaucoup réfléchi, on a appelé ça comme la chanson des Rolling Stones. Et donc, si on peut passer au slide suivant. Bon, grosso modo, ça consiste, là vous avez la vieille version, parce qu'on a changé ça il y a 1 mois et j'ai pas le temps de changer mes slides. Mais globalement, on pose 3 questions aux salariés tous les mois. Alors là, c'est non anonyme, parce qu'on a besoin de savoir qui pense quoi pour l'aider ou bosser pour lui. C'est important derrière, parce que vous allez expliquer comment vous pouvez régler les irritants et les problèmes chez les Absolument. Donc, grosso modo, on pose 3 questions. Une question quaternaire qui est « est-ce que tu es de bonne humeur ?» Donc, ça va de très bon à très mauvais, mais il n'y a pas de point médian. Ils ne peuvent pas dire neutre. Donc, obligé de répondre, hein, sinon ils ne valident pas leur décompte de temps, ils n'ont pas leur ticket resto, gna gna gna. Ah, mais c'est la dictature du bonheur. Et donc c'est quaternaire. Ensuite, il y a une deuxième question sur l'équilibre vie pro, vie perso. Alors, celle-là, elle est ternaire, mais bon, globalement, ils nous disent « tout va bien, ça roule, j'ai plein de temps libre ». Supportable. Ce qui veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faudrait pas en rajouter ou ça ne va pas. Voilà. Et il y a une troisième question totalement masochiste qu'on a ajoutée le mois dernier, qui est quel est ton principal irritant? Oui, enfin qui peut être effectivement une raison de pourquoi ça ne va pas, mais ce n'est pas toujours aussi corrélé. Et donc surtout, ce qui est intéressant, on peut passer au suivant, c'est que bien sûr, et j'ai encore mis un slide où on parle, oui, c'est moi en plus. Donc là, vous avez les salariés qui me reportent directement et qui ne sont pas contents de moi comme manager ou qui ont un problème d'humeur. Donc bien sûr, nous, on traite derrière. Donc chaque mois, nos managers reçoivent un petit mail tout simple avec l'état de l'humeur, donc red flag ou green flag. Donc là, moi, j'ai 5 personnes qui sont de mauvaise humeur et l'équilibre vie pro, vie perso. Donc j'ai une personne qui est de mauvaise humeur et bien sûr, je sais depuis combien de temps j'ai un red flag. Donc je vois que c'est sur les 4 derniers mois. Donc là, c'est pas anonyme. non, surtout pas.
Surtout pas parce que s'il est anonyme, qu'est-ce que j'en fais moi? Je ne peux pas gérer l'irritant. Si une personne me dit anonymement la clim est en panne au-dessus de ma tête, je ne vais pas faire le tour de toute la boîte pour trouver la clim qui ne marche pas. Donc je suis un peu obligé de poser la question bon, globalement, les gens se confient. Alors, petite stat que je livre de temps en temps sur le sujet, ça coûte pas cher en management, parce que quand je montre ça, certains managers de grands groupes me disent « Oh mon Dieu, si on commence à soulever le tapis ou ouvrir le placard, on va trouver des trucs affreux. » Une personne sur deux qu'on appelle, parce que donc il y a une règle de management chez Davidson qui n'est pas que de lire ses mails, qui est d'appeler toute personne. On rappelle que vous avez à peu près 1500 personnes. Ouais. Sur ces 1500, il y en a combien qui répondent il y a Alors, un taux de satisfaction de quoi? De 90%? Oui, on est à 91% de taux de satisfaction, c'est-à-dire des gens de bonne ou de très bonne humeur tous les mois. Ce qu'on retrouve d'ailleurs en fin d'année dans le sondage de Great Place to Work. Donc ça veut dire que ça corrèle bien, donc on a raison de le mesurer au quotidien. On n'a pas de mauvaise surprise en fin d'année. Mais il y en a 150 que vous devez rappeler. Oui, exactement. Donc, alors, j'ai 80 managers, donc personnes en responsabilité. Effectivement, 80 managers doivent rappeler 150 personnes. Sauf que la moitié de ces gens, en fait, ne sont pas de mauvaise humeur. Ils voulaient juste vérifier qu'on était là. Bah ouais, l'attention portée aux autres, c'est important, et ils nous challengent là-dessus. Donc, ils vont nous envoyer un red flag, mais moi, je suis concerné, hein, comme vous le voyez. Donc, j'appelle des gens qui me disent « Ah ben non, je voulais juste vérifier que tu étais là. » Voilà, qu'il y avait bien quelqu'un en vigilance, en vigilance sur comment je suis. Donc déjà, une moitié de problème réglé facilement, puisqu'il n'y a pas de problème. Sur le moitié qui reste, une moitié va me dire c'était ponctuel. J'avais un problème avec telle ou telle personne, mais bon, c'est passé, c'est réglé, etc. Donc en fait, on a vraiment un quart de problèmes à traiter, donc un quart de 150, 45, 46. Sur 80 managers, ça veut dire un problème tous les 2 mois. Bah, en fait, c'est pas beaucoup. Donc le prix à payer pour remonter vos indicateurs de satisfaction et avoir des gens qui se sentent écoutés, et pas que se sentent, enfin sont réellement écoutés avec des vraies actions, est pas très très cher à payer. Et puis alors l'autre... Si on parle de 91% de... Ah oui. Alors justement, n'est pas très cher dans la durée, parce que quand on a commencé, on n'était pas 91, et bien sûr, l'effort a été plus violent. D'ailleurs, on a mis en place le mois dernier la gestion des irritants, et ben il y a des irritants. et on a même des gens de bonne humeur qui ont des irritants. L'exemple de la clim, on peut être de bonne humeur malgré une clim. Donc, par contre, là, on s'est attaqué à la gestion des irritants, alors là... ça va nous occuper jusqu'au 31 décembre. On va y revenir juste après, si vous voulez bien. Alexandre, quel baromètre choisir pour mesurer le bonheur au travail? Il en existe plusieurs, il y a plusieurs approches. Oui, j'avais vraiment envie de parler de ça parce que en filigrane dans ton discours, Bertrand, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a finalement beaucoup de choix à faire pour construire son baromètre. Il y a beaucoup d'outils qui ont émergé sur le marché. Je vais prendre quelques exemples. Il y a celui de Mozart Consulting, l'indice du bien-être au travail, qui lui a une particularité, c'est d'interroger plutôt des choses comme l'absentéisme, comme la maladie, comme les formes de désengagement. Donc c'est un parti pris, il est essentiellement sur des indicateurs objectifs. Voilà, c'est une approche. Un autre, c'est celui de Malakoff-Médéric, qui lui va interroger quels sont les risques auxquels un collaborateur est soumis, les risques professionnels, les risques relationnels, les risques organisationnel. Donc on voit que c'est une approche défensive, mais c'est une autre forme d'approche défensive. Après, vous avez des choses un peu décalées comme le Happiness Indicator, tout simplement, de Ruud Veenhoven dans l'université de Rotterdam. Et lui, il va interroger par une méthode d'échantillonnage quotidien les collaborateurs sur comment ils se sont sentis dans chacune des actions, des activités qu'ils ont eues dans la journée. Donc ça, c'est très différent comme approche. Puis peut-être un dernier, c'est celui de Charles-Martin Krum, le BET, baromètre du bien-être au travail, qui lui va interroger les gens sur comment ils se sentent, mais en même temps, quelles sont leurs forces, quel est leur optimisme par rapport à leur travail, dans une optique de développement des talents. Ce que je suis en train de dire, en fait, c'est que s'il y a beaucoup d'outils sur le marché, si vous voulez choisir un outil, il faut que vous vous posiez toutes ces questions. Est-ce que vous voulez plutôt une tonalité positive ou une tonalité défensive? Est-ce que vous voulez que la campagne s'étale sur une longue durée, sur un an, ou qu'elle soit courte? Est-ce que vous voulez que les questions, il y en ait plutôt 10 ou il y en ait 100? Et donc, combien de temps ça prend pour administrer?
C'est quoi votre sensibilité en tant qu'organisation? C'est plutôt le bonheur au travail, c'est plutôt la qualité de vie au travail, toutes ces questions-là. Des choses comme votre budget, évidemment. Quelle est votre ambition? Quelles sont les valeurs? Est-ce que vous voulez que cet indicateur il aille poser des questions sur la vie privée du collaborateur? Est-ce qu'il se sent bien dans sa vie privée ou pas? Comme une manière d'étalonner comment il se sent au travail, de l'écouter, ou vous êtes plutôt dans une optique de respect et de non-intrusion, inclusion ou intrusion? Et puis, quels sont les mots qui sont importants pour vous? Alors, la dernière option, c'est de construire un baromètre. Et c'est possible. Personnalisé avec ses propres outils. Voilà, avec ses propres outils. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations là-dessus, il y a à nouveau un rapport de la Fabrique Spinoza qui s'appelle « Guide pratique des outils de mesure du bonheur au travail » qui est sur le site et qui liste tous ces critères et vous aide à choisir votre outil ou bien à dessiner une méthodologie pour le construire vous-même. Un chiffre, Alexandre, 50% des diagnostics du bonheur au travail ne sont pas suivis d'action. Oui. Oui, ça fait réagir. On se dit, est-ce que ça sert vraiment? En fait, il faut savoir qu'en interrogeant les DRH, donc les directeurs du rendre heureux, c'est ça, si j'ai bien compris, eh bien, le premier obstacle qu'ils déclarent pour 2 tiers d'entre eux, en termes de politique du bien-être ou du bonheur au travail, c'est la complexité du diagnostic. Donc, oui, ça sert de mesurer, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il y a plein d'utilisations possibles de ces baromètres. Tu disais, Bertrand, on peut comparer Davidson Consulting Rhône-Alpes avec une autre partie. C'est la comparaison entre différents endroits. On peut comparer dans le temps, effectivement. Il faut aussi le voir, et ça c'est puissant, comme un outil de dialogue. Imaginez, lorsque vous avez cet objet-là, cette enquête, ces résultats, vous mettez des collaborateurs autour, des managers au niveau de l'ensemble d'entreprise, au niveau des équipes, et vous utilisez ça comme un support, un matériau brut pour créer des échanges. Ça, c'est extrêmement puissant. Puis il y a des entreprises qui vont plus loin et qui se disent, eh bien, nous, ce qu'on veut, ce n'est pas un baromètre, on veut un référentiel. Et là, je vais prendre une petite analogie. Au Parlement, en France, à chaque fois qu'une loi est votée, il y a ce qui s'appelle une étude d'impact législative. Ce que je vais faire comme loi, quel impact ça va avoir sur l'ensemble des composants d'une société. Pareil dans l'entreprise. Je vais avoir un déménagement, une transformation ici, le lancement d'un nouveau produit. Et si je prenais un moment pour l'examiner à l'aune de mon référentiel du bonheur au travail, ça peut changer complètement, ça peut transformer en profondeur la manière dont je conduis mes opérations dans une entreprise. Et Bertrand, justement, en parlant pour rebondir sur ce dialogue et sur comment faire progresser cette satisfaction au travail, vous avez carrément ouvert tous les canaux de com. Alors oui, toujours sur le modèle horizontal, effectivement, il y a une attention portée très particulière au fait que tout le monde puisse remonter de l'info. Et donc tous les canaux de com sont ouverts. Alors il y a beaucoup de manières pour les salariés de remonter leurs avis. Bon, on a évidemment une boîte à idées ouverte en permanence, par exemple sur l'extranet de la société, qui est non modérée, donc n'importe qui peut mettre n'importe quoi. Il y a quelques horreurs d'ailleurs. D'ailleurs, ils mettent n'importe quoi. Mais en tout cas, ce qu'on s'impose, c'est de répondre sous 15 jours à toute remarque négative ou question posée par nos salariés. Donc moi, j'ai un community manager qui, si je ne réponds pas sous 15 jours, passe ma porte et me dit « t'es un gros nul, il faut répondre ». Et donc, en tout cas, on s'impose une réponse, qu'elle soit oui ou non. Si c'est non, on argumente. Si c'est oui, on argumente moins, on y va. Mais en tout cas, par exemple, il y a un canal de boîte à idées. On fait ce qu'on appelle systématiquement un rapport d'étonnement à T plus 6 mois après l'entrée des salariés. On leur demande, on a aussi automatisé ça, on leur demande de remonter toutes les idées, on les concatène et on fait une réunion semestrielle de traitement de tout ce qui a été remonté. On concatène l'intégralité des questions posées lors des bilans annuels. On a digitalisé notre bilan annuel et donc dans le bilan d'évolution professionnelle, on pose une question qui est est-ce qu'on peut changer quelque chose pour améliorer ton équilibre vie pro-perso? On en pose une deuxième qui est une idée pour Davidson. Tout ça, on le dépose sur un serveur, tout est concaténé et pareil, on reçoit des listes d'idées triées tous les 6 mois. Enfin, il y en a 15 des dispositifs comme ça. J'en profite pour dire que si tous ces aspects outillage vous intéressent, on a décidé de mettre tous ces outils à disposition gratuitement des entreprises que ça intéresse. Donc 15 novembre. Et alors, il y a un ouvrage que vous devez découvrir qui est le Davidson Code, qui vend plus que le Da Vinci Code. Ouais. Et non, il est gratuit. Il est téléchargé combien? 500 000 fois le premier?
Ouais, on a eu plus de 500 000 téléchargements. Et alors, c'est un ouvrage qui est co-construit avec les collaborateurs de l'entreprise. Vous pouvez en parler, mais c'est extraordinaire, franchement. Non, mais vraiment, allez-y. Non, mais voilà, alors, c'est encore autre chose ça. Juste pour terminer sur les outils, donc à partir du 15, sur le site web où vous pouvez trouver le Davidson Code en téléchargement, vous aurez une page avec nos principaux outils. Et donc, il y a Satisfaction, il y a un outil de gestion d'assemblée communautaire, il y a un outil de feedback croisé, mais on n'aimait pas trop les 360, donc on a redéveloppé un truc qui sera mis à disposition, et tout ça sera libre de téléchargement et de réintégration dans vos entreprises, s'il y a des représentants d'entreprise. Et Bertrand, juste avant que tu parles du Davidson Code, en fait, ce qu'on est en train de dire, ça me paraît très fort, c'est l'idée que ce dont on parle, ce n'est pas de baromètre. On est en train de parler carrément d'outils de pilotage du bonheur au travail. Vous voyez, c'est pas une photo en instant présent, c'est éventuellement quelque chose qui est au quotidien, c'est une communauté qui réagit, c'est un diagnostic annuel. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que le bonheur au travail, ce sujet, il est joyeux, il est enthousiasmant, mais on peut apporter des méthodologies sur ce sujet, et c'est finalement la rencontre de deux mondes. On a d'un côté le monde de la prise en compte de l'humain, de l'épanouissement, et de l'autre, on a des processus, des méthodologies, des outils de pilotage. Et il y a un côté un peu aride et un peu effrayant à faire se rencontrer ces deux mondes. Mais on peut se dire que de la même manière qu'il y a la production, qu'il y a les démarches qualité, le bonheur au travail, s'il a un objet qui est beaucoup plus enthousiasmant et beaucoup plus pur, on peut avoir la même efficacité, la même efficience pour s'en préoccuper. Et d'ailleurs, ça a impliqué aussi quelques changements stratégiques chez Davidson. Oui, je comprends pas la question. Cette gestion de la satisfaction, ça implique aussi des changements dans les décisions de l'entreprise, bien gérer les gens, avant tout ne pas leur mentir. Oui, en fait, c'était c'était endogène chez nous, donc il n'y a pas de changement. On n'a pas décidé un matin de le faire. On a décidé de faire ça et ensuite on a créé l'entreprise. Donc si tu veux, ça précédait l'action. Donc il n'y a pas eu de transformation de l'action en fonction des feedbacks qu'on avait. On a voulu faire ça. On est dans un monde, le consulting, qui a une image très dégradée. Donc on a créé Davidson avec l'idée d'avoir un credo, celui que j'explicite petitement ce matin, et puis d'en faire un créneau, c'est-à-dire d'occuper un terrain business particulier, c'est-à-dire de bien sûr récupérer les laissés pour compte du monde du consulting comme salariés chez nous, donc recruter facilement, donner envie à certains clients qui en avaient marre de nos concurrents de travailler avec nous, donc recruter des clients facilement. Donc c'est pas, on a essayé de faire la jonction entre un projet intellectuellement et humainement sympa et puis une réalité business, parce que il paraît qu'il faut gagner un peu de sous pour faire tourner une boîte dans la durée en France, donc, et ailleurs d'ailleurs. Donc voilà. Et le Davidson Code, effectivement, c'est la concrétisation de tout un tas de pratiques qu'on avait imaginées dès le début et puis qu'on a durci ou développé au fil des années. En fait, mes salariés, depuis le premier jour, ils flippent qu'on soit plus gros. Voilà. On était 10, ils me disaient que quand on sera 50, l'ambiance va changer, on ne sera plus une start-up. Quand on était 100, ils avaient peur qu'on soit 200. Aujourd'hui, on est 1500, ils ont peur qu'on soit 2000. Donc, j'ai toujours eu la crainte de on va grossir, on va perdre nos valeurs, gna 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 gna. Donc, et en même temps, elle est super compréhensible et humaine. Donc, il faut avoir des réponses à formuler pour d'abord les rassurer, et puis ensuite, pour de vrai, ne pas paumer ces valeurs sur le champ de la croissance. Et donc, une des réponses, parce qu'il y en a quelques-unes heureusement, mais une des réponses, c'était cet ouvrage communautaire. Donc, on a proposé aux gens, il y a eu 50 co-rédacteurs, de rédiger un bouquin donc il y a 25 chapitres aujourd'hui, qui décrivent à la fois des pratiques qu'on ne veut jamais voir disparaître de l'entreprise et des postures. Par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle « Comment ça va ?» c'est quoi le chapitre « Comment ça va ?» C'est le chapitre qui explique gentiment à travers une anecdote que quand on demande « Comment ça va ?», on a l'obligation d'écouter la réponse. Ça prend du temps quand même, tu vois. Ah oui, c'est emmerdant, ça change un peu le quotidien, mais en tout cas, on en avait ras-le-bol. Moi, je viens d'une boîte où on me demandait comment ça va, et puis je commençais à répondre, et le mec était au bout du couloir. Donc c'était presque vexant, surtout si ça allait pas. Donc ça, c'est l'exemple le plus anecdotique, mais voilà, vous pouvez le télécharger sur le site. Le dernier chapitre est très marrant. Le chapitre 25, lisez-le. Il vient d'être écrit, celui-là, d'où le Davidson Code 2. On a fait quelques changements.
Et c'est la conclusion, après 12 mois de Davidson, de notre DAF, qui est un ancien de la banque, qui vivait tristement son métier dans la banque et qui est venu bosser chez nous et qui relate ses 12 premiers mois chez nous. C'est assez marrant. Voilà. C'est quoi le titre du chapitre ? Que diable allait-il faire dans cette galère et ensuite, vous trouverez des textes qui nous ont inspirés, enfin des biblios, quoi. Alors vous avez créé votre entreprise avec cet ADN dès le départ. Comment les grosses entreprises qui ont un passé, qui ont une histoire, et comment elles font avec cet héritage pour aujourd'hui et demain se intégrer et faciliter la satisfaction, le bonheur au travail ? Bon, on y réfléchit. Ouais, je ne vais pas me fâcher avec des clients qui seraient dans l'assistance. Non, mais c'est super compliqué, faut être honnête. Moi, j'ai la chance d'être parti de zéro. Et j'ai une deuxième chance, c'est que donc c'est un club d'associés, Davidson. On n'est pas en bourse, on n'a pas de participation externe. D'ailleurs, nos statuts nous interdisent l'entrée en bourse et la prise de participation externe. Donc, quelqu'un quitte Davidson avec des actions, il doit les rendre, et plutôt à 1 euro. Donc, ça va, on arrive à lui racheter. Mais en résumé, j'ai pas de pression externe. Je suis pas pris entre le marteau et l'enclume. Par exemple, en période de crise, entre des clients qui me mettraient la pression et des actionnaires qui me feraient un effet ciseau en me demandant de maintenir des résultats. Donc j'avais une Learning Expedition il y a quelques semaines d'une grande boîte du CAC qui me dit on n'a pas de moyens, on n'a pas de budget pour faire des trucs sympas pour les salariés. Et je leur dis mais c'est quoi votre résultat opérationnel ? Ils me disent 37%. J'aimerais bien l'avoir, moi. Une boîte dématérialisée, en plus, qui n'a pas de moyens de production, donc 37% de REX en bas de page, même après impôt, ça fait plein de sous, hein, ils vont bien acheter leurs actions. Et je leur dis 37%, tu as les moyens de faire du bonheur en entreprise, entre guillemets, parce que c'est un coût quand même, on y reviendra si tu veux. Et ils me disent, bah oui, mais le problème, c'est qu'on me demande 38 cette année. Donc, on est à 37, on veut 38. Donc, la logique, c'est pas de dépenser un peu d'argent pour innover dans les dispositifs RH. C'est comment on en dépense encore moins, y compris pour nos salariés. Donc, moi, j'ai la chance de ne pas avoir des actionnaires qui me mettent la pression. Donc, je vais vous dire, Davidson tourne à 6% de résultats nets quasiment depuis sa création. Et il n'y a pas une année où on a commencé l'année en disant aux gens, cette année, on veut 7 parce que 6, c'est pas assez, ou 8 parce que 6, c'est pas assez. 6, ça suffit pour faire tourner une boîte, augmenter ses fonds propres, appeler un peu de prêt court terme si on a besoin. Et voilà, j'ai la chance d'avoir créé ce truc avec des associés qui sont des gens qui considèrent la boîte plutôt comme un outil de travail commun et pas comme un moyen d'enrichissement personnel. Ce n'est malheureusement pas le cas de toutes les boîtes actionnaires. Voilà, et je le dis pas méchamment, mais on a aujourd'hui des PDG qui sont tout sauf des entrepreneurs, mais qui sont des super salariés qui bossent d'abord pour les actionnaires. Donc moi, ces boîtes-là, désolé, je ne sais pas quoi leur dire. Alors, de temps en temps, elles viennent me voir en me disant ouais, mais on va faire du bonheur au travail parce que ça produit de la créativité, de l'innovation, donc on va gagner encore plus de fric avec ça. Je ne suis même pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si les boîtes qui gagnent de l'argent ont les moyens de faire du bonheur au travail ou si vraiment le bonheur en génère. Alors Google dépense plein de fric pour ses salariés, mais ils ont d'abord un produit qui les rend extrêmement riches. Donc je ne sais pas quel est l'œuf ou la poule dans tout ça. Bon bref, enfin, il ne faut pas le faire pour ça, il faut le faire pour d'autres raisons. Alexandre. Peut-être un petit contrepoint à ça. Bon, globalement, je suis d'accord, mais je pense qu'il faut avoir aussi une certaine bienveillance vis-à-vis des organisations et se dire que, comme pour les êtres humains, on a un certain niveau de maturité, de conscience par rapport à ces sujets. Et je pense que pour faire bouger les lignes, il s'agit bien sûr d'être exigeant vis-à-vis des entreprises, de leur manière de fonctionner, mais aussi reconnaître qu'elles font ce qu'elles peuvent par rapport à qui les compose, leur structure financière, leur gouvernance. Et on parle beaucoup de petits pas. Et en ce moment, vous avez vu, l'université a pas mal de visibilité, ce qu'on est en train de faire ensemble dans les médias, une quinzaine en 10 jours là. Et les questions des journalistes ont beaucoup été sur le happy washing. Ah oui, il y avait le green washing. Et maintenant, le happy washing, on va s'acheter une conscience. Moi, je pense que cette question, elle est provocatrice et intéressante, mais qu'il faut se dire reconnaissons la puissance des petits pas des organisations en se disant qu'elles peuvent générer une démarche plus globale par la suite et que c'est la preuve par l'exemple. Et je veux prendre une illustration. Il y a une entreprise où, ne sachant pas quoi faire, la direction a dit on va donner 100 € par personne pour décorer son bureau. On se dit ça ne va pas changer la donne. C'est pas terrible quand même au départ. En fait, il y a un collaborateur, il s'est dit pour 100 €, il a trouvé ça sympa, il a été acheter un peu de matériel et puis il s'est fabriqué une petite girafe, il s'est fait une sculpture de girafe sur son bureau.
Et le collègue à côté, il dit ah, super, ta déco, c'est rigolo. Et il a été faire une brocante et il a ramené un jouet en plastique de girafe. Puis le collègue à côté, ça l'inspire aussi. Et en fait, en quelques mois, il y avait des girafes sur tous les bureaux. Et c'est devenu un élément qui rassemblait l'organisation autour de l'image de la girafe, son agilité. Puis ils ont bâti des valeurs autour, puis des manières de travailler. Et au départ, on aurait dit, alors là, c'est vraiment du pinkwashing. Donc, soyons exigeants, allons voir avec discernement s'il y a des démarches globales d'amélioration continue du bonheur au travail qui se mettent en place, mais reconnaissons les petits pas et leurs vertus possibles dans l'épanouissement. Ça, il faut aussi qu'elles soient portées par les collaborateurs et que ça vienne d'eux qui soient réellement impliqués. Juste en 30 secondes, vous mettez en place vous montrez bien que l'entreprise est un bien commun puisqu'il y a un campus, le campus Davidson, qui ne vous rapporte pas du tout, mais qui est un vrai outil social pour vos salariés qui ne peuvent pas trouver un logement. Oui, alors ouverture des canaux de communication, chaque année on fait un concours d'intérêt pro-perso. Donc on a demandé aux gens ce qu'ils voulaient et ils nous ont répondu une année des logements. Alors pourquoi ils voulaient des logements? Parce que donc on embauche pas mal de jeunes diplômés et un jeune diplômé, par exemple d'origine étrangère, qui veut trouver un appart à Paris, c'est juste compliqué. Voilà, son dossier sera rarement sur le haut de la pile. Donc on avait une vraie difficulté, c'est que les gens ne trouvaient pas à se loger. Et puis moi, j'avais un irritant. Voilà, je parle de mes irritants de temps en temps aussi. Celui-là, c'était, j'en avais marre d'avoir des jeunes de 23-24 ans qui me disaient j'adorerais rentrer chez Davidson, mais j'ai un de vos concurrents qui me propose 50 € de plus par mois. Et je me disais, mais c'est pas possible, pour 50 balles, il va pas aller à la concurrence. Et en même temps, je le comprenais, c'est-à-dire que 50 € quand on galère pour se loger, c'est 50 €. Et donc, la réponse qu'on a faite, c'est qu'on a retapé une grande maison qui est devenue un campus d'Ave. Donc, on a 9 logements pour les salariés. Alors, j'ai pas la photo, malheureusement, mais vous pouvez le voir sur davidson.fr aussi, ou sur la page Facebook de Davidson. Et donc ils ont des studios meublés, équipés, et puis des espaces de vie commune, donc un patio avec un barbecue, une salle télé avec une PlayStation, une cuisine, une laverie, etc. Et on leur propose bien sûr ces logements à des tarifs qui n'ont rien à voir avec le marché parisien. En plus, ils n'ont évidemment pas donné de caution, puisque la caution c'est le bulletin de salaire. Donc je suis assez rassuré sur le fait que je vais être payé en fin de mois par mes locataires. Et voilà, ça a très très bien marché. On a mis ça en place en décembre 2014. Il y a eu un peu de turnover parce que bien sûr les gens, ça les intéresse quand ils arrivent d'avoir une solution simple. Au bout d'un an, si on a une liste d'attente, ils sont obligés de partir. Bon, au bout d'un an, on a la première augmentation de salaire qui est normalement de plus de 50 € par mois. Et donc de toute façon, il y a un certain nombre de problèmes qui se règlent par eux-mêmes. Et effectivement, ils doivent laisser la place à des gens qui galéreraient derrière. Une autre approche au niveau du recrutement, tu as entendu parler de Zappos, qui eux disent au moment où tu viens pour signer ton contrat, on te propose, ou peut-être un mois après à la fin de la période d'essai, on te dit bon voilà, tu as essayé l'entreprise, si tu souhaites, on te donne 2000 € et tu quittes ton travail maintenant. Donc au moment de vraiment s'engager pour de bon dans l'entreprise, pour s'assurer que tu as du plaisir à travailler et que tu vas être heureux dans ton travail, eh bien, on te propose ou bien de rester et on ne te donne rien. Mais si tu t'en vas, eh ben, tu as 2000 € là tout de suite en cash et voilà. Comme une manière de faire un peu de provocation et dire dès le recrutement, le bonheur au travail et le fait que tu sois bien dans ton travail, c'est important pour nous. Alors, tu plombes la participation de ceux qui restent en faisant des chèques à ceux qui partent. Moi, je suis pas fan. Bon, on les mettra pas d'accord sur tout, mais en tout cas, vous pouvez les applaudir. Alexandre Jost et Bertrand Bailly. Merci.